Alors, je suis vraiment arrivé au cinéma par hasard. C'est un jour un réalisateur suisse qui s'appelle Hans-Ulrich Schlumpf qui m'appelle. Je me souviens très bien, c'était l'été 91, j'allais partir en Antarctique pour plus d'un an comme scientifique. Et Hans-Ulrich m'appelle en me disant je fais un film qui s'appelle Le Congrès des Pingouins et je cherche un opérateur pour faire des images pendant l'hiver en Antarctique. Et moi, je n'avais jamais fait même une photo de ma vie et je me souviens à lui répondre mais si vous prenez le risque, moi je suis très content. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Zurich, en train d'apprendre ce que c'est qu'une caméra, ce que c'est que faire un diaph, faire une lumière, etc. Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça. Quand je suis rentré, Hans Welly m'a dit mais t'as un œil, tu devrais continuer. L'idée de faire du cinéma pour moi était absolument ahurissante. Et puis ça a commencé à trotter dans ma tête et j'avais terriblement envie de retourner en Antarctique. Et le cinéma, pour moi, c'était le billet d'avion pour l'Antarctique. J'ai commencé à faire du documentaire pour la télé. J'ai fait énormément de documentaires animaliers à une époque où on en produisait beaucoup en France. À une époque où on en produisait beaucoup en France. Et petit à petit, j'ai commencé à approcher le cinéma. J'avais découvert cette histoire des manchots empereurs que j'avais très envie de filmer. Je savais que c'était une très bonne histoire. Et c'est comme ça qu'est née La Marche de l'Empereur. Et c'est comme ça que je suis finalement tombé dans le cinéma. Et aujourd'hui, il était une forêt, de mon troisième film. Évidemment très différent, très singulier, avec pour le coup une motivation de... Vraiment, moi j'ai le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance dans ma carrière de cinéaste, et de me dire, mais aujourd'hui, comment finalement, avec tout ce succès que j'ai eu, toute cette chance que j'ai eue, je peux faire quelque chose pour le monde dans lequel je vis, et je me suis dit que finalement, le plus simple, c'était de faire ce que je savais faire, et c'était faire des films pour parler de la nature aux gens, pour leur partager cette émotion que moi je ressens, et qui me paraît peut-être le meilleur moyen pour retrouver une forme d'empathie, de connexion avec la nature dans laquelle on vit. Francis Allais est arrivé dans ma vie à un moment où justement j'avais créé une fondation qui s'appelle Wild Touch pour arriver à pousser ces films très compliqués d'un point de vue commercial, mais à mon sens essentiels aujourd'hui pour comprendre le monde. Et Francis vient me voir un jour en disant voilà, j'aimerais faire un grand film sur les forêts primaires. Je les vois disparaître à vue d'œil et je voudrais qu'on fasse au moins un film patrimonial pour expliquer aux gens ce que c'est que ces forêts tropicales, pourquoi elles sont le siège de la biodiversité. Et c'est sûr que moi, l'idée de faire un film sur les arbres ne me serait jamais venue à l'esprit. Et je suis parti avec lui en forêt guyanaise, en forêt tropicale. Et ça a été une espèce de révélation absolue. Francis Allais a ce génie de comprendre les arbres et de transmettre sa connaissance. J'ai été séduit à un point que je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça. C'est prodigieux, ce truc. Je ne peux pas le garder pour moi et je suis parti dans l'aventure de ce film. Donc on a fait le choix avec Francis d'aller dans ces deux grands pays qui gardent encore des très belles forêts sauvages, qui sont le Gabon et le Pérou. Après, comment s'est passé le tournage? C'est vrai que c'est à la fois une expédition et un tournage. C'est-à-dire que vous multipliez les deux contraintes.
pour aller filmer les grandes forêts sauvages, il faut aller très loin dans la forêt. Au Pérou, par exemple, on était à 7 heures de pirogue du premier village. Il a fallu prendre des avions, il a fallu mettre en place un système logistique absolument incroyable. Donc c'était à la fois être capable de travailler avec des gens qui n'ont peur de rien, qui sont capables de vivre 8 semaines en forêt sans rentrer chez eux, qui sont capables de travailler dans des conditions parfois extrêmement difficiles, parfois dangereuses. Et puis ramener toute l'excellence du cinéma, puisqu'il s'agissait de montrer la forêt comme personne ne l'a jamais vue, donc d'être capable de développer des outils de cinéma, véritablement de cinéma, comme si on travaillait en studio à Paris ou à Zurich. Was für eine Ironie. Die Bäume ernähren alle Geschöpfe des Waldes aus diesem einzigen sehr guten Grund, um ihre Samen zu verbreiten. Die Frucht ist nur der Köder bei diesem Trick. Die Bäume perfektionieren diesen Trick, indem sie die Früchte mit Zucker und lieblichen Düften anreichern. Sie sind unwiderstehlich. Es ist vollbracht. Der zukünftige Baum befindet sich in einem riesigen Magen und auf starken Beinen. Von einem Hirn geleitet beginnt er seine Reise. Manche Bäume sind noch raffinierter. Sie lassen das Fruchtfleisch so fest am Kern kleben, dass dieses Leckermaul lange an der Frucht lutscht, bevor es beschließt, ihn auszuspucken. Dadurch reist der Samen noch etliche Kilometer weiter. En fait, moi j'avais une problématique qui était d'amener le spectateur dans le temps des arbres. Les arbres ne sont pas immobiles. Nous, les êtres humains, nous n'avons pas le temps de les voir bouger. Et ce principe, qui était une contrainte, pour moi, devait se transformer en un traitement artistique, en un point de vue. Et finalement, j'ai interprété ce que font tous les botanistes du monde, c'est-à-dire dessiner. Passer dans le temps végétal en dessinant, puisque le dessin permet de comprendre, mais le dessin permet aussi de faire passer de l'émotion. Et c'est vraiment ce que je suis allé chercher là. Et ce qui était aussi important pour moi, c'est que le spectateur puisse faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est interprété, pour qu'il ne soit pas désorienté, parce que si on se met à voir pousser des arbres comme ça allait paraître complètement artificiel. Et donc le dessin me permettait de garder une dimension artistique et d'assumer ce point de vue, de se dire, bah, écoutez, là on va se projeter dans le temps pour voir pousser un arbre devant nous. Die Kräfte, die im Inneren solcher Bäume wirken, sind beachtlich. Die Wurzeln ziehen Wasser, Kanäle transportieren es durch den Stamm zu den Ästen, 70 Meter über dem Boden. Die Blätter verwandeln es in Saft, der zurück in Äste und Wurzeln wandert. Durch diesen Kreislauf lebt der Baum. Kann er kein Wasser in seine Krone ziehen, hört er auf zu wachsen. Das ist seine einzige Grenze zum Aufstieg.
Moi, je crois aujourd'hui que si chacun, à la mesure de son talent, de son pouvoir, que ça soit son pouvoir d'électeur, que ça soit son pouvoir de consommateur, que ça soit son pouvoir d'éducateur, de parent, peut faire beaucoup pour la planète, avec des petits gestes, avec une manière de consommer, par exemple simplement acheter que du bois certifié, dont on est à peu près conscient des origines. Attention dans sa logique de gaspillage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu. Il y a aussi quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu, c'est que la question de la préservation des grandes forêts primaires, comme la question du climat, comme la question du réchauffement climatique, de l'océan, est quelque chose qui vraiment nécessite une prise de décision au niveau politique. Et ce que je sens aujourd'hui, c'est que le politique n'y arrive pas, puisque c'est trop compliqué, puisqu'on est à une échelle qui est trop vaste, qui dépasse même la notion de frontière, alors qu'il y a vraiment une poussée de la société, de partout, à travers des ONG, à travers des initiatives individuelles. Et je crois que plus la société va faire remonter ce désir de mieux-être, de protection, de conservation, d'envie de durable finalement, plus les politiques vont devoir reprendre à leur charge cette aspiration profonde de la société. Et donc, je crois qu'en tant qu'individu, on peut beaucoup, même pour ces forêts qui sont très très loin de chez nous, parce que ça commence aussi chez nous, consommateurs de bois et acteurs de cette forêt.